Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Windy City Stories, la série de podcasts qui retrace l'histoire du basket à Chicago. Cette fois-ci, nous allons revenir sur l'histoire de quelqu'un dont on peut dire assez aisément qu'il a sauvé les Chicago Bulls alors qu'ils étaient dans une situation catastrophique. Il s'agit du légendaire Pat Williams. Nous sommes à l'été 1969. Les Chicago Bulls viennent de boucler leur troisième saison d'existence et on ne peut pas franchement la qualifier de réussie. Un bilan de 33 victoires et 49 défaites, une non-qualification en play-off pour la première fois de leur courte histoire, une équipe qui va terminer pire attaque de la ligue ainsi que pire équipe aux passes décisives, un record de 158 points encaissés lors du dernier match de la saison, tout ça ne fait qu'empirer une situation déjà peu glorieuse en coulisses. Moins de 4000 spectateurs en moyenne se rendent chaque soir au Chicago Stadium, avec même une soirée à seulement 891 spectateurs lors de la venue des Seattle Sonics, ce qui va d'ailleurs rendre furieux la NBA, qui va interdire aux Bulls d'annoncer officiellement des affluences en dessous de 1000 personnes. En plus de ça, Dick Klein, l'homme qui a fondé les Bulls en 66, finit par abandonner son rôle de general manager, fatigué des querelles permanentes avec son coach Dick Motta, qui n'est pourtant là que depuis un an. À ce moment-là, la franchise est à deux doigts de disparaître, comme les Chicago Stags en 1950, ou de déménager, comme les Chicago Zephyrs en 1962, et ainsi devenir la troisième équipe NBA à connaître l'échec à Chicago. Il est donc impératif que du changement se produise et rapidement. Pour le remplacer au poste de general manager, Dick Klein, qui reste malgré tout actionnaire minoritaire, parvient à faire venir un jeune homme de 29 ans qui a fait parler de lui dans la ligue la saison précédente, Pat Williams. Williams débarque à Chicago après une année aux Philadelphia Sixers où il était un business manager efficace, puisque l'équipe a fini troisième de la ligue au niveau de l'affluence, grâce en partie aux shows proposés par Williams à la mi-temps des matchs, aux promotions qu'il mettait en place autour de l'équipe, même si bien entendu la présence de Will Chamberlain dans l'effectif aidait forcément à attirer du monde. Mais il sait également se montrer habile pour gérer le sportif et le prouve en embarquant avec lui à Chicago l'ailier Chet Walker, un joueur trois fois All-Star à ce moment-là, champion NBA avec les Sixers en 1967, pour apporter du scoring et de l'expérience à ces jeunes Bulls. Une arrivée qui aura malgré tout été difficile à concrétiser. Walker ne voulait pas quitter une équipe des Sixers encore compétitive, même si en fin de cycle, pour se retrouver dans une franchise de bas de tableau comme les Bulls. Il ira même jusqu'à menacer de prendre sa retraite, avant qu'un accord financier à hauteur de 55 000 dollars par saison pendant 3 ans lui fasse changer d'avis. Hors parquet, Pat Williams fait tout pour attirer le public au Chicago Stadium. Une mission qui n'a pas été facilitée par le choix de Lamar Hunt, l'un des dirigeants et membres fondateurs des Bulls, de délocaliser 8 matchs à domicile de l'équipe à Kansas City, où ils avaient plus de monde dans la salle, ce qui permettait ainsi de faire gonfler leur moyenne de spectateurs, une pratique assez courante à l'époque où de nombreux matchs se jouaient dans des villes qui ne possédaient pas de franchise NBA afin d'en faire la promotion. Mais quand les Bulls jouent bel et bien à Chicago, les innovations de Williams permettent d'attirer un public plus nombreux. Pour la première fois, les Bulls mettent des cheerleaders au bord du parquet, puis deviennent la première équipe de l'histoire de la NBA à avoir une mascotte. Malgré un costume sacrément flippant lors de ses premières années, Benny the Bull est né. Toutes les idées de Williams ne sont cependant pas des réussites, à l'image d'un show prévu à la mi-temps où un spectateur devait aller sur le parquet pour affronter un ours. Et même si l'ours portait une muselière et était lourdement drogué pour le rendre quasi inoffensif, personne ne voulait aller sur le parquet, alors c'est Pat Williams lui-même qui s'y est collé. Ce show a duré quelques matchs, avant d'être définitivement abandonné après que les San Francisco Warriors aient refusé de retourner sur le parquet pour la deuxième mi-temps tant que l'ours était encore là. Sur le parquet, l'équipe aide à attirer plus de public avec l'éclosion de Bob Love, les progressions de Tom Boerwinkle et Clement Haskins, puis le talent de Chet Walker qui sera All-Star cette saison-là une fois de plus, et de Jerry Sloan qui terminera dans le deuxième meilleur 5 défensif. Une identité se forme petit à petit et les Bulls, avec désormais une moyenne de plus de 10 000 spectateurs, retrouvent les playoffs in extremis avec une grosse fin de saison. Et malgré une sortie dès le premier tour somme toute logique face à Atlanta, victorieux 4-1, on sent qu'une montée en puissance est en train de se former. La preuve dès la saison suivante, puisque l'équipe signe 51 victoires, Dick Motta est élu coach de l'année, et les Bulls retournent donc en playoff, où ils vont pousser les Los Angeles Lakers jusqu'à un match 7 serré jusqu'au bout. En 71-72, c'est même avec 57 victoires que les Bulls retrouvent les Lakers au premier tour des playoffs,
Mais les futurs champions, qui ont quant à eux signé une saison record à l'époque avec 69 victoires, vont infliger un sweep cinglant à Chicago. L'année suivante, de nouveau avec un bilan de 51 victoires, 31 défaites, c'est malgré tout par une nouvelle élimination au premier tour, toujours face à ces mêmes Lakers, que la saison prend fin. Il faudra attendre la saison 73-74 pour voir les Bulls enfin gagner une série de playoffs en battant les Pistons en 7 matchs. Mais Pat Williams n'est déjà plus là. À l'été 1973, le coach Dick Motta parvient à convaincre les dirigeants des Bulls qu'il devrait être le general manager en plus d'en être l'entraîneur. Et Williams quitte les Bulls pour remplir un rôle similaire à Atlanta. Lors de ses 4 ans aux Chicago Bulls, Williams a vu l'équipe se qualifier systématiquement en playoffs, avec 3 saisons de suite à plus de 50 victoires, les premières de l'histoire de la franchise. Il a créé Benny the Bull, il a installé des cheerleaders, il a fait venir un All-Star confirmé comme Chet Walker, il a ramené un futur All-Star en la personne de Norm Van Leer, il a même failli mettre un deal en place pour récupérer le premier pick de la draft 73, mais Clifford Ray, qui devait faire partie de l'échange avec les Sixers, n'a pas réussi sa visite médicale. Mais surtout, au-delà des résultats sportifs, Pat Williams a réussi à faire venir du monde au Chicago Stadium, avec plus de 10 000 spectateurs de moyenne lors de chacune de ses 4 saisons en tant que general manager, et même des pointes à presque 19 000 lors des quelques matchs de playoff face aux Lakers. Un succès qui a permis à l'équipe de ne pas disparaître et de ne pas déménager, avec même plusieurs groupes d'investisseurs qui se battaient pour racheter la franchise en 1972, alors qu'à l'arrivée de Williams en 69, personne ne voulait en entendre parler. Le public est fidélisé, la franchise devient enfin plus attractive, la mission de Pat Williams a été une franche réussite, et grâce à lui, en grande partie, les Bulls ont pu rester à Chicago et devenir la franchise iconique qu'elle est devenue par la suite. De son côté, Williams a réalisé une carrière en tout point exceptionnelle, puisqu'il est retourné aux Sixers en 1975 et a activement participé à la construction du groupe qui sera champion NBA en 1983, avec notamment la draft d'une autre légende de Chicago, Maurice Cheeks. Quelques années plus tard, c'est également lui qui parvient à convaincre David Stern de créer une franchise à Orlando, et il sera le premier general manager de l'histoire du Magic, qui l'emmènera en finale NBA 95 après avoir drafté Shaquille O'Neal et tradé pour obtenir Penny Hardaway. Williams restera dans l'organisation du Magic jusqu'en 2019, dans des rôles divers, mais trouvera également le temps à côté de ça d'écrire plus de 75 livres, la plupart basés sur le leadership, la capacité de communiquer et motiver les gens, mais aussi de courir plus de 50 marathons. À désormais 82 ans, il est encore très actif et participe aux négociations pour la création, toujours à Orlando, d'une franchise de baseball, son premier sport qu'il a pratiqué jusqu'au niveau professionnel pendant 2 ans après sa sortie de l'université. Une carrière remplie d'exploits donc, que la NBA a reconnu en 2012 en lui décernant le Lifetime Achievement Award lors de la cérémonie du Hall of Fame. Et si son passage aux Bulls ne représente qu'une infime partie de son immense carrière, il a malgré tout été primordial pour permettre à la franchise de continuer son existence et éventuellement devenir l'une des équipes sportives les plus reconnues à travers le monde. Ainsi se termine ce nouveau numéro des Windy City Stories, j'espère qu'il vous a plu, et on se retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode.